Bonjour, bonjour à toi Chantal alors. Bonjour à tous. Je vérifie. Bonjour à tous. Voilà, je me présente. Je suis Chantal Delamotte et je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire de All for Pack, qui est le 6e d'une série qui abordera le sujet de l'arbitrage, des paradoxes et de l'éco-conception. Je voulais profiter de ce début de webinaire pour me présenter. Je rejoins le salon All for Pack Emballage Paris depuis un mois, puisque effectivement notre ami Guillaume Schaeffer est parti vers d'autres voies professionnelles. Je voulais profiter de ce début de webinaire pour me présenter. Donc effectivement, je suis quelqu'un qui est plutôt du monde de salon, qui a longuement travaillé sur le SIAL et ses écosystèmes que sont deux petits salons Gourmet Sélection qui se tient porte de Versailles tous les ans au mois de septembre et qui accueille le monde de l'épicerie fine. Et puis, le salon du fromage et des produits laitiers, qui est un salon à destination des petits circuits que sont les affineurs fromagers et qui se tient dans le cadre du salon de la Porte de Versailles tous les 2 ans pendant le salon d'agriculture. Donc, parallèlement à cette expérience agroalimentaire, j'ai également une connaissance du monde de l'emballage sur une cible très spécifique qui est le monde de l'emballage en Algérie, puisque j'accompagne le salon Jazago. Voilà. Donc, je suis heureux de reprendre de vous donner rendez-vous déjà aujourd'hui. Et puis, au mois de novembre, du 4 au 7 novembre, porte de Versailles, non, pardon, excusez-moi, à Villepinte, pour accueillir 1000 exposants et 40 000 visiteurs qui seront et français et internationaux. Mais je voulais aujourd'hui me concentrer sur notre webinaire et je vais laisser la parole à nos différents interlocuteurs. D'abord Fabrice, que vous connaissez bien, qui est notre expert designer packaging et qui a longtemps travaillé sur l'éco-conception et la réemployabilité. Bonjour Fabrice. Bonjour Stéphane, qui nous rejoint et qui vient du monde de l'agroalimentaire et nous présentera tout son écosystème dans l'entreprise Fleury Michon. Et Alexandre Vernier, qui sera notre premier interlocuteur, qui travaille au sein du groupe Bell. Voilà, je laisse la parole à Fabrice. Fabrice, on t'entend pas. Tu es en mute, Fabrice. Le son, ah ben oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Oui. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Bonjour. Alors, j'avais déjà dit bonjour à toutes et à tous. Bonjour Chantal. Bienvenue sur ce webinaire, mais c'est effectivement, si mon son était coupé, vous ne pouviez pas m'entendre. Je vais aussi dire bonjour et remercier Stéphane Merlet, donc, qui est ingénieur emballage conditionnement chez Fleury Michon. Et Alexandre Vernier, responsable innovation et RSE chez Emballage chez Bell, d'avoir accepté de nous parler de ces paradoxes de l'éco-conception. Alors, des paradoxes, on va en parler. Et d'abord, je vais laisser peut-être la parole à Alexandre pour se présenter et présenter le groupe Bell. Voilà, donc bonjour à tous, c'est un plaisir d'être dans ce webinaire. Alexandre Vernier, moi je suis ingénieur emballage, ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour l'entreprise Bell. L'entreprise Bell, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent au travers de ses marques, Vache qui rit, Kiri, Boursin, Babybel, Pompot et Montblanc. Notre spécificité, c'est de proposer des produits essentiellement sous format individuel. On est sur des produits en fait qui sont souvent consommés
fil de l'eau et avec une longue conservation. Pas mal aussi en conditions de mobilité, notamment pour les produits comme le pomme-pot. Donc l'entreprise regroupe à peu près 11 000 personnes dans 120 pays, 3,6 milliards de chiffre d'affaires en 2023, une trentaine de marques. Donc on est présent sur les produits laitiers type fromage, sur les produits fruits avec les compotes, et on développe de plus en plus en fait des alternatives aux produits laitiers à partir de végétaux. Avec donc sur nos marques comme Boursin, Babybel, ou avec une nouvelle marque, la marque Nourri. Voilà, l'entreprise est engagée sur une transition environnementale depuis un bon moment, avec des engagements de réduction carbone, et pour ceux qui connaissent des engagements SBTI, et la volonté d'aller chercher une neutralité carbone à horizon 2035 qui structure beaucoup notre approche RSE, que ce soit sur l'emballage ou sur tous nos ingrédients qui représentent l'essentiel de nos impacts aujourd'hui. Voilà, donc l'emballage est un impact moindre, mais néanmoins on essaye de faire au mieux par rapport aux spécificités de nos emballages, et on va y revenir juste après. Merci, merci Alexandre. J'ai oublié de préciser avec le son qui avait été coupé que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions, réponses dans l'onglet Q&A. Et de toute façon, nous arrêterons pendant le webinaire pour répondre. On ne va pas du tout répondre tout à la fin. On répondra au fil de la présentation. Donc, le deuxième fleuron de l'industrie agroalimentaire française, c'est Fleury-Michon. Et Stéphane, à toi de présenter ce fleuron vendéen. Oui, bonjour à tous. Merci Fabrice de me donner la parole. Oui, Fleury-Michon, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1905 et c'est une ETI vendéenne. Et moi, je travaille pour cette entreprise déjà depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et moi, je suis ingénieur emballage, donc je travaille au sein du département de recherche et développement. Et on a créé une cellule, je vous en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais on a créé une cellule emballage pour travailler spécifiquement sur la réduction du plastique. Donc, cette entreprise Fleury-Michon, donc elle est implantée, pardon. Cette entreprise est implantée principalement en France, mais pas que. Il y a également implanté en Espagne, au Canada et aux Pays-Bas. Et on est à peu près un peu plus de 3000 collaborateurs. Et nous sommes tous rassemblés autour d'une mission qui est de vous aider à manger mieux chaque jour. Voilà. Et à travers ce projet d'entreprise, Fleury-Michon entend aller dans le bon sens, c'est-à-dire vers un modèle qui accompagne la transition alimentaire en proposant des produits respectueux de l'environnement. Donc, Fleury-Michon les produits Fleury-Michon sont présents dans 8 foyers sur 10. Et donc, Fleury-Michon, c'est la 3e marque alimentaire française qui est présente en GMS. Donc, on a une très forte notoriété. Le chiffre d'affaires est un peu plus de 800 millions d'euros et on a 4 pôles d'activité. Le principal, c'est bien sûr la GMS en libre-service, mais on a également la GMS en traiteur frais, en frais, pardon. On a aussi d'ARH des santé, du catering aérien. Et peut-être que ceux qui sont sur Paris connaissent aussi la société Room Saver. Donc voilà Fabrice pour cette rapide présentation. Merci, ils sont présents chez ma maman parce que j'en ai acheté 2 produits hier, donc avec elle. Voilà. En fait, on a souhaité ce webinaire puisqu'on entend et ce sujet sur les paradoxes de l'éco-conception, puisqu'on on lit sur les réseaux sociaux et j'entends régulièrement que et on en avait parlé aussi lors du dernier webinaire, que les lois et les textes réglementaires nous amènent parfois à des injonctions contradictoires. Si on prend la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui nous amène à l'ensemble des emballages recyclés, à une diminution du plastique à usage unique, elle peut être par moments contradictoire avec la loi climat résilience qui, elle, vise à nous faire atteindre nos objectifs de réduction carbone, puisque des fois, des solutions sans plastique, on peut le voir, peuvent être
plus gourmandes en carbone. Donc on veut tout recycler, on veut en même temps que tout soit bas carbone. Donc, et puis d'un autre côté, on a une PPWR qui arrive aussi, qui fixe des objectifs et qui dit mais il faut aussi moins d'emballage, beaucoup moins d'emballage à usage unique, réduire. Alors bon, bah, si on réduit, il n'y aura plus rien à recycler, etc. Donc on entend bien dire que on ne s'y retrouve pas et que quand on bouge quelque chose, ça bouge autre chose et on ne peut pas difficilement répondre à tout, à toute la loi, en tout cas à tous les textes dans l'éco-conception. On voyait bien aussi dans la couverture du dernier livre sur la révolution de l'emballage, quand on voit cette manifestation avec moins d'emballage allégé, réutilisable, recyclable, compostable, on voit bien qu'il y a une multitude de solutions possibles qui arrivent sur le marché, qui d'ailleurs peuvent s'opposer, même se déchirer les unes aux autres, hein. À chaque fois que quelqu'un lance un emballage éco-conçu, prend une solution, on voit bien qu'il y a tout de suite des détracteurs qui disent oui, ben ça, c'est pas bien, il faut faire ça, c'est mieux, etc., etc. En fait, ce dont je me suis rendu compte, puisque j'ai donné la parole aux metteurs en marché, et là, on va encore donner la parole aux metteurs en marché que vous êtes tous les deux, on voit que dans leur témoignage dans le bouquin, en fait, ils font leurs choix sont basés sur des stratégies RSE et on voit que leurs choix ne sont pas forcément l'emballage idéal, mais c'est un choix éclairé. Et j'aime souvent à comparer, c'est bien d'avoir un Vendéen que quand j'interroge les gens, je vois que les gens qui sont au bord de la mer, en tout cas au bord du littoral, sont à chasser le plastique, presque à le bannir pour lutter contre une pollution plastique qu'ils voient au quotidien. On se promène au bord de la mer, on voit bien qu'il y a du plastique. Et puis bah, nous, enfin moi qui suis plutôt à l'est, plutôt au pied des montagnes, eh ben, je vois tous les jours le désastre du réchauffement climatique avec nos glaciers qui sont en train de disparaître et je suis parfois plus sensible à l'impact carbone qu'à une forme de pollution que je ne vois pas, en tout cas qui est loin. Mais tout emballage jeté sur le Mont Blanc finira un jour à la mer. Ça, c'est clair. Donc, on a aujourd'hui trois exemples. On va travailler sur trois exemples qui me semblent assez emblématiques. Donc, un exemple de Fleury-Michon. Si un exemple est emblématique, c'est bien celui-ci, puisque il a fait couler beaucoup d'encre. Alors, pas forcément pour les plats de Fleury-Michon, mais pour la boîte à camembert. On va le voir. Et puis, deux exemples de chez Bell avec du papier plus ou moins complexé avec du plastique. Donc, je propose de commencer avec toi, Stéphane, pour nous parler de cette barquette. Oui, alors merci Fabrice. Avant de parler de la barquette, ce qui est important, c'est de resituer un petit peu le contexte. En fait, je vous disais tout à l'heure chez Fleury Michon, voilà, notre mission, c'est de réduire l'empreinte environnementale de nos produits et surtout des produits qui sont en développement. Et pour cela, on a défini ce qu'on appelle chez nous le juste emballage, puisque il doit être bien évidemment juste pour nos consommateurs. Pour ça, on a besoin de cet emballage pour informer le consommateur, mais on a aussi besoin de protéger nos produits pour que le consommateur puisse avoir des produits de qualité. Et il doit être également juste pour les produits, c'est-à-dire que pour avoir un produit de qualité par le consommateur, on doit conserver le plus longtemps possible le produit. Pour ça, on doit le protéger, on doit répondre à des contraintes logistiques.
Donc voilà, il doit être juste pour le produit. Et alors, juste pour le design, donc on va le voir après avec l'exemple de la barquette bois, mais c'est déjà choisir le bon matériau et la bonne quantité. C'est-à-dire, là, on voit apparaître déjà ce qu'on peut avoir dans les 3 R, la réduction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on adapte la quantité de matériaux au plus juste. Et puis, juste en fin de vie, on en parle beaucoup, on parle surtout de l'emballage pour la fin de vie. Et là, c'est le dernier R de recyclabilité qui doit être important. Donc, si on peut passer la slide suivante, juste pour dire chez Fleury Michon, eh bien, on utilise quand même beaucoup de plastique pour nos emballages aujourd'hui. 80% de nos emballages sont en plastique parce que le plastique a des propriétés indéniables et joue un rôle essentiel et toujours aujourd'hui indispensable pour conserver nos produits par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est vrai que il facilite l'utilisation par le consommateur. C'est un produit, c'est léger, c'est résistant à l'eau, par exemple, au choc, c'est pas cher et c'est barrière au gaz. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'avantages. Alors, si on passe la slide suivante, on peut se poser la question, ben pourquoi changer? Bien, tout simplement, ce que je vous disais, si on veut agir par rapport à notre impact sur l'environnement, et c'est notre réflexion quotidienne, et comme je vous disais en introduction, moi je travaille chez Fleury Michon depuis 10 ans, mais depuis 2019, on a créé chez Fleury Michon une cellule emballage au sein du département R&D, dont l'objectif principal, c'est la réduction de la matière plastique. C'est ce qui nous anime au quotidien. Donc, et on a pu le voir avec la loi AGEC, qui veut transformer notre économie linéaire en économie circulaire, donc qui est complètement dans le sens de ce qu'on travaille. Et puis, il y a aussi le fait que on entend régulièrement parler de pollution plastique et on sait très bien que ça a un effet néfaste aussi bien pour la santé que sur l'environnement. Et clairement, le plastique et l'emballage plastique, c'est quelque chose qui symbolise pour moi l'action de l'homme sur l'environnement. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment en ligne de mire de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on veut changer ça. Donc sur la slide suivante, et c'est ce que Fabrice a bien aimé avec le bateau, parce qu'effectivement, on est au bord de l'océan. Et ce que j'ai essayé de symboliser ici, c'est que ben, c'est pas facile de passer d'un ère du tout plastique qui, dès 1960, nous a permis de mettre en marché des produits du jambon tranché en linéaire. Et ça, on a pu le faire grâce à l'avènement du plastique. Maintenant, pour aller vers un monde avec moins de plastique, voire sans plastique, on ne peut pas y aller directement. Il y a beaucoup de contraintes. Et donc, pour ça, on se fixe des lignes rouges, des limites, qui sont déjà la santé de nos consommateurs, la réglementation, bien sûr, et puis l'environnement, j'en parlais. Et il y a aussi l'acceptation client. Il faut aussi que les produits que l'on met en marché répondent aux besoins de nos consommateurs. La fin de vie de l'emballage, j'en parlais également. Et puis, on est obligé de réfléchir aussi en termes d'investissement, puisque le plastique a permis de mettre en place nos produits. Si on le supprime aujourd'hui, on a nécessité à investir énormément et ça, on doit y réfléchir. On va en parler tout à l'heure avec l'exemple de la barquette bois. Et puis on a des contraintes de durée de vie que le plastique nous permet de donner. Donc, ça veut dire que, par exemple, avec la barquette bois, on a réduit un petit peu la durée de vie, mais on ne peut pas le réduire de trop non plus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé d'adapter un petit peu notre action. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette image qui me semble assez symbolique de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on visualise assez la ligne d'arrivée, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas y aller. Alors toi, tu es plutôt marin, moi, la flotte, c'est pas mon truc. Je suis montagnard et nous, on dit qu'en fait, on voit souvent le sommet, mais pour y aller, on ne peut pas aller dans le pentu, quoi. Il faut faire des zigzags et on ne peut pas y aller d'un seul coup. Donc, j'aime beaucoup cette image par rapport à l'éco-conception, elle est vraiment intéressante. Alors, parlons un petit peu de cette barquette maintenant, parce que c'est ça,
C'est là que vous avez eu sans doute Donc, pas mal de nœuds dans la tête pour la lancer. alors, effectivement, quand cette barquette a été lancée en 2019, les difficultés, en tout cas, ou ce qui était plus compliqué qu'avec la matière plastique, eh bien, c'est déjà le coût d'achat de la barquette en elle-même, qui est un matériau qui coûte plus cher. On a également eu la mauvaise surprise d'avoir une éco-contribution supérieure à celle de la barquette plastique. Alors, voilà, c'est lié certainement au fait qu'on est sur un emballage qui, même s'il a une très très bonne perception au niveau de nos consommateurs, il est non recyclable et non compostable aux yeux de pas la réglementation, mais des normes de recyclabilité, mais de compostabilité, pardon. Mais bon, comme souvent ce qu'on dit également, c'est qu'une feuille de chêne, par exemple, ne serait pas compostable selon la norme de compostabilité. Donc après, je pense que les normes de compostabilité ont également été faites, adaptées pour des plastiques compostables. Parce que c'est vrai que quand on parle emballage, la réflexion que l'on a, on pense toujours à la matière plastique. Donc c'est vrai que quand on amène un autre matériau, on se heurte effectivement à des difficultés. Et puis, bien sûr, l'investissement, parce que pour pouvoir conditionner, mettre en marché un plat préparé dans autre chose que de la matière plastique, ça remet en cause énormément de choses en organisation et en structure, en équipement pour pouvoir le réaliser. Hein. Et ça a permis, et ça a permis, ça a été une difficulté aussi d'avoir une même DLC, ou d'avoir une DLC suffisamment longue pour pouvoir continuer à mettre en marché avec euh, le même processus que les barquettes plastiques, ce qui nous a obligé aussi à certaines fois réduire les tailles de série. Et quand on dit réduction taille de série, c'est les coûts qui augmentent également. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui impactent le coût quand on passe d'une barquette plastique à une barquette bois où on réduit de plus de 80% le plastique. Donc Alors, tu dirais par c'est contre que la qualité produit est meilleure avec cette barquette qu'avec la barquette en plastique. oui, parce que euh, pour qu'il y ait une acceptation au niveau des consommateurs, c'est-à-dire entre guillemets payer plus cher un plat cuisiné, c'est passé aussi par le fait de pouvoir présenter un plat de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on a profité de cette barquette bois pour pouvoir proposer un produit avec des qualités organoleptiques meilleures. Bon, pour faire court, bon, moi je suis spécialiste de l'emballage, pas des produits, mais pour faire court, on va dire que c'est un produit qui ressemble fortement à un produit fait maison. Sauf qu'il est simplement ensuite conditionné suivant des processus industriels, mais en termes de sa préparation, on est très très proche du fait maison et c'est ce qui a permis d'avoir des qualités organoleptiques mais améliorées par rapport aux produits que l'on peut faire dans nos barquettes plastiques. Voilà. Alors, avec tous ces qualités, mais aussi ces défauts, parce que finalement, on voit que la balance est euh, des penches. Comment vous avez choisi, comment vous êtes arrivé finalement à le lancer, parce qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression il y a dû y avoir pas mal de discussions là-dessus. Bah, bien sûr, après, c'est comme je vous disais, c'est une mission en fait que j'ai. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer, de présenter Fleury Michon et d'expliquer la création de notre cellule emballage. Ça fait partie d'un ensemble et on est de réduire notre impact sur l'environnement, c'est vraiment essentiel chez Fleury Michon. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être un pari au début, lors du lancement en 2019, et ce pari est plutôt positif puisque aujourd'hui, il y a eu d'autres investissements depuis 2019 qui ont été faits, qui ont été poursuivis pour encore augmenter les quantités de cet emballage. Mais clairement, il y a une prise de risque non négligeable
négligeable, effectivement, pour pouvoir répondre à ce besoin de réduction de l'empreinte environnementale. Merci Chantal. Peut-être, et les équipes de Comexposium, d'ores et déjà, vous avez peut-être des questions qui arrivent pour Stéphane avant de passer à notre étude de cas. Moi, je ne vois pas de questions pour le moment, mais peut-être Est-ce que Maxime? Alors, il y a une question justement sur la barquette en bois. Est-ce que vous avez mis en place des scénarii plastique et bois face à face dans une ACV et quels ont été les résultats? Oui, et effectivement, ça a été tout l'enjeu. Au départ du projet, je me souviens, on avait fait des tableaux comparatifs avec, par exemple, un matériau plastique qui pourrait remplacer la barquette bois pourrait être, par exemple, un plastique CPET, un plastique qui permet qui résiste à la chaleur et d'aller au four. Et clairement, quand on compare les aspects marketing et les aspects bilan carbone, la barquette bois est nettement plus intéressante. Et donc, effectivement, on a comparé tous ces différents matériaux, c'est clair. Oui, parce que vous n'avez pas comparé que l'emballage par rapport à l'emballage, vous avez comparé la gestuelle d'usage, la préparation, Oui. la mise au four, etc. C'est souvent important de dire et de rappeler que, en fait, dans une ACV, de l'emballage, c'est pas l'emballage. L'emballage est un élément du produit emballé. Et ce qu'il faut vraiment comparer, c'est le cycle de vie de la consommation, emballage compris. Il faut repréciser ça souvent. D'autres questions? Non? Ou je passe à... Oui, on a une autre question, notamment sur les retours des consommateurs. Est-ce qu'il y a eu des retours de ces derniers ou est-ce que ça a été un non-événement pour eux? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Voilà, moi, je suis sur Mage, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que tous les retours que l'on peut avoir, en tout cas, nous, au niveau de notre cellule emballage et par rapport aux retours consommateurs, c'est que des points positifs. Et je pense que les gens apprécient vraiment d'avoir un produit de qualité. Comme je disais tout à l'heure, pour les qualités organoleptiques, et en plus de ça, avec cette réduction de matière plastique. Ok, mais merci. Peut-être je vais... encore une ou je... Maxime, rien? Alors, on a des questions justement par rapport à d'autres types de matériaux. Si vous avez lancé des études, notamment sur des barquettes en carton, en cellulose moulée, ou sur autres types de matériaux, avec notamment des barquettes hybrides. Alors oui, bien sûr, le carton, on va dire, c'est un matériau incontournable quand on veut substituer la matière plastique. Mais c'est clair que le carton a des propriétés un peu différentes de la matière plastique. Notamment, il ne résiste pas beaucoup à l'humidité et à l'eau. Donc, il y a des études effectivement qui ont été faites et qui ont permis de lancer un produit. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire, mais on a lancé dernièrement le produit Walk and Go, qui est en fait un plat préparé un peu comme à la manière de la barquette en bois, mais conditionné dans un étui carton, enfin dans une barquette carton. C'est bien parce que la question me permet de faire une transition, puisque justement, nous allons parler de papier et carton avec Alexandre, qui au préalable va nous présenter la politique, je pense, de Bell en matière de stratégie RSE emballage. Et on va parler de ces emballages carton et papier. À toi, Alexandre. Donc, en fait, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit présenté Stéphane dans son introduction sur le fait de tirer des bords. Effectivement, quand on a un portefeuille d'emballage sur le besoin de faire des choix et parfois de revenir en arrière parce que les choses évoluent et d'un point de vue technologie et d'un point de vue réglementation ou perception consommateur. Et donc, ce qu'on a voulu ancrer dans cette politique que vous voyez à l'écran avec nos 5 R,
c'est le sommet ou le point d'arrivée vers lequel on aimerait arriver, pour donner une direction sur quoi viser quand on veut rénover nos emballages. Donc le premier R, c'est d'éliminer une partie de nos emballages, donc tout ce qui peut être considéré comme problématique, les PVC, PVDC, là on a pratiquement déjà tout pu réaliser. Enlever tous les emballages inutiles qui ne portent pas de fonction essentielle liée à la conservation ou à la protection de nos produits, et de faire en sorte de ne plus avoir d'emballage plastique sur des emballages secondaires qui servent uniquement à regrouper des emballages dans l'unité de vente, et de conserver l'emballage plastique pour des usages pour lesquels on n'a pas de substitution possible, donc tout ce qui est barrière, besoin d'étanchéité, atmosphère modifiée par exemple. Ensuite, bon, bien sûr, on a les chantiers de réduction à la source classique que tout le monde fait depuis quelques années, avec un focus un peu plus fort que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur les espaces de tête, où là on a aussi pratiquement fini nos travaux d'optimisation de taille des emballages et de réduction des espaces de tête. Et l'objectif, c'est de garder le strict nécessaire pour effacer les effets de vague sur une machine de dosage, par exemple, ou le besoin de volume d'air pour pouvoir avoir suffisamment d'atmosphère modifiée pour protéger les produits. On voit bien que le marché et la réglementation nous poussent à aller vers des solutions avec une suppression de l'usage unique. Quand on vient de produits qui sont essentiellement appréciés par les consommateurs dans des formats individuels en portions, c'est un vrai challenge technique et business. Et pour pouvoir s'approprier en fait ces nouveaux modes de commercialisation et de consommation, nous testons et nous allons continuer à tester des solutions adaptées à chacune de nos marques de vrac ou de réemploi, que ce soit sur les emballages consommateurs ou sur les emballages logistiques. Sur la partie restore, c'est tout ce qui concerne le sourcing, faire en sorte que nos sourcings soient moins impactants et soient le plus décarbonés possible. Donc on vise à réduire notre usage de plastique et d'aluminium, qui sont des matériaux qui sont intenses en matières non renouvelables et en énergie. De substituer ce qui restera en plastique le plus possible par des plastiques non issus du pétrole, et au moins 25% de recycler d'ici 2030 dans l'ensemble du portefeuille en moyenne, et d'avoir une politique d'achat de nos aluminiums avec un sourcing responsable certifié ASI et bas carbone, et des papiers également qui soient soit recyclés, soit issus de labels type FSC, PEFC ou SFI. Et puis pour la recyclabilité, donc on vise d'avoir tous nos emballages prêts pour le recyclage dans le monde d'ici à 2030. Alors on est autour de 90% en ce moment. Et puis on s'engage assez fortement dans la mise en place de systèmes de REP dans différentes zones. Donc par exemple au Maroc, en Amérique du Nord, au UK, on essaye d'être partie prenante des discussions, et d'informer le consommateur sur son geste de tri en l'appliquant sur tous nos emballages. C'est clair. Donc, alors, pardon? Excuse-moi, je te laisse terminer, excuse-moi. Non, je voulais dire, donc voilà, donc ça c'est les grandes directions sur lesquelles on prend, et j'allais dire, on va illustrer deux exemples en fait de modifications sur lesquelles on a dû faire des choix où tous les voyants ne sont pas forcément au vert, mais avec cette logique d'amélioration continue qui va nous amener petit à petit à des solutions qu'on espérera tendre vers la perfection. Et donc alors celui-là, réagir sur la première slide déjà, Fabrice, oui. Je t'ai coupé. Alors celui-là, donc le premier exemple, c'est donc le pot, effectivement, le pot Boursin en carton, et c'est celui qui me faisait penser à la question qui avait été posée. Oui. Donc on a lancé ce produit, donc ce pot il existe à la fois pour la marque Boursin et pour la marque Kiri. On l'a lancé il y a quelques années maintenant pour diversifier notre offre et proposer en fait nos produits en format familial dans un pot à partager, en alternative au format portion ou les formats sous alu pour le Boursin. Donc c'est des formats qui sont plus adaptés au tartinage que les autres usages, qui sont plus des usages soit de snacking, soit de plateau. Le produit a été lancé, donc comme vous le voyez en haut à gauche, avec un pot plastique en polypropylène, un couvercle, un opercule aluminium et un cavalier carton. Le cavalier carton avait été demandé par nos équipes marketing et vente pour pouvoir faciliter la mise en place du produit en linéaire, parce que sur un pot rond, c'est pas toujours évident d'avoir le facing qui est bien positionné dans le linéaire. Donc la première étape,
ça a été d'enlever le plus vite possible ce cavalier carton qui, là pour le coup, est du suremballage, il ne colle pas avec la vision qu'on a d'un emballage optimum. Et donc le cavalier carton a été retiré il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc un an et demi après la commercialisation, pour pouvoir faire de la réduction à la source. Donc le design de l'emballage a été modifié. Puis on a eu une réflexion pour se dire, mais voilà, ce produit qui s'installe sur le marché, comment on pourrait tester des alternatives à l'emballage plastique pour ce format-là. Et donc on a contacté différents fournisseurs, on a fait différentes études et on s'est orienté vers un pot carton. Donc le pot carton qui vient d'un des fournisseurs bien connus sur ce type de produit en France. Il a l'avantage en fait de réduire la quantité de plastique qu'on utilise, donc l'usage de matières fossiles qu'on avait avec le polypropylène forcément, mais il n'est pas optimum d'un point de vue recyclabilité parce que pour le moment, pour le fabriquer, on utilise un film plastique sur la face interne et la face externe. Et donc cette double lamination, pour le moment, bride un peu les capacités de recyclabilité. Donc en France, il est accepté en fait dans les filières de recyclage en théorie. En pratique, on sait que dans certains centres de tri, lors du surtri manuel, il est éliminé parce que cette double lamination réduit la quantité de fibres récupérables et nécessite des temps de pulpage plus compliqués. Donc, normalement, on devrait être orienté vers des régénérateurs de papier qui sont des papeteries spécialisées pour ce type de matériaux, comme pour les Tetra Pak ou les autres brilles-poissons. Et on ne peut pas aller dans des papeteries classiques. Le temps de pulpage pour récupérer la fibre est un peu plus long que la normale. Pourquoi on y allait quand même? Parce que on sait, on a discuté avec les fournisseurs qui produisent ce type d'emballage, il y a une trajectoire d'amélioration qui vise à retirer en fait ce film extérieur, donc d'avoir une visibilité dans les centres de tri plus claire pour les tris infrarouges, une augmentation forte du taux de fibre en supprimant cette couche de plastique, donc on devrait passer la barre des 85% de taux de fibre quand cette rénovation sera mise en place. Donc là, les nouveaux pots sont en train d'arriver sur le marché et d'être testés. Parce que là, vous êtes à combien de réduction de plastique et de fibre sur la solution actuelle? Là, on est à peu près à entre 75 et 80% en fait de taux de fibre sur l'emballage actuel. Et donc on a fait plus que diviser par 2 la quantité de plastique mis sur le marché et on est à moins 30% de carbone sur les ACV qu'on a pu réaliser avec l'outil interne. Donc c'est un outil qui est produit par Cantis qui s'appelle Ecopack et qu'on utilise en fait pour tous nos développements pour tester en fait nos hypothèses. Donc derrière, on n'a pas la robustesse d'une étude ACV avec revue critique. Néanmoins, ça nous permet d'avoir une bonne vision en fait de ce qu'on améliore et de ce qu'on dégrade quand on passe d'un format d'emballage à un autre. Donc avec ce retrait de la couche externe, on va aussi pouvoir atteindre une recyclabilité dans beaucoup plus de pays parce que la France, pour le moment, a des critères de recyclabilité qui sont plutôt tolérants par rapport à d'autres pays comme la Belgique, la Hollande, l'Allemagne. Et avec le retrait de la couche externe, on va pouvoir s'inscrire dans plus de filières de tri dans les différents pays européens. Et donc la suite des rénovations proposées par les fournisseurs devrait viser à amoindrir petit à petit cette couche de plastique en face interne. Voilà, donc ce pot-là, on a fait aussi ce choix-là par rapport à des nouvelles technologies parce que on a pu le passer sans changer la machine, uniquement en faisant des adaptations de la machine, d'outillage, donc tout ce qui était dépileur, outils de scellage, alvéoles, en faisant aussi, en ajoutant aussi une désinfection en fait UV sur la machine. On avait la place de la mettre parce que la gestion en fait de la décontamination des pots est un peu moins bonne que ce qu'on trouve sur l'univers de l'injection plastique. Donc pour sécuriser, on a préféré rajouter cette couche de traitement UV. Et on en a profité pour revoir notre fin de chaîne, pour améliorer en fait la fin de chaîne et compenser le léger surcoût qu'on avait sur ce prix d'emballage, pour pouvoir proposer un produit avec un tarif qui ne soit pas changé pour le consommateur, en tout cas pas à cause de l'emballage,
parce qu'on l'a fait aussi dans des périodes de forte inflation, donc le consommateur n'a pas forcément vu une stabilité des prix, mais c'était pas lié au changement de l'emballage. Merci. Alors, deuxième étude de cas qui est aussi bien dans l'air du temps et qui à chaque fois suscite des réflexions, c'est le passage du. Alors là, c'est un filet, c'est pas un sachet, mais en tout cas, arriver vers un sachet majoritairement composé de papier. Donc là, c'est Voilà. Donc, j'ai évoqué en fait dans la présentation de la politique le fait qu'on considère que le plastique, voilà, c'est un matériau qui n'a pas que des qualités, mais qui en a certaines, et qui est indispensable pour des usages de protection du produit. Par contre, du coup, ce qu'on veut, c'est enlever le plus possible le plastique quand il est dans des usages qui ne sont pas sur ces usages où on ne sait pas faire autrement. Et typiquement, le regroupement de différents emballages. On a donc cet exemple d'un produit emblématique du groupe Bell qui est depuis plusieurs décennies dans un filet. C'est un emballage qui est très optimisé d'un point de vue impact et d'un point de vue prix, parce qu'on utilise très peu de matière pour réaliser cette fonction de regroupement. J'aurais pu mettre la photo du sachet où vous voyez en bas à droite les mini roulés Babybel qui étaient eux dans un sachet plastique. Donc j'aurais pu mettre la photo aussi. J'ai préféré partir de celui qui était vraiment déjà très optimisé tout en étant en plastique, mais néanmoins il a des défauts. Donc, il a le défaut d'être en plastique, il a le défaut aussi de ne pas être recyclable parce qu'on mélange différents plastiques, du PP pour l'étiquette et du PE pour le filet, et on les assemble avec une agrafe. On a fait différents tests et on ne sait pas remplacer facilement cette agrafe par autre chose. D'un point de vue mécanisation déjà, ça voudrait dire changer toutes nos machines et donc beaucoup d'investissements. Et investir pour pouvoir rester en plastique, ça pose question. Et puis, des systèmes de soudure qui sont disponibles, en fait, ne permettent pas de répondre à la contrainte du fait que le consommateur saisit souvent son emballage par l'étiquette dans le linéaire. C'est l'étiquette qui comporte toutes les informations légales et le code barre, et on ne peut pas se permettre qu'elle soit séparée du filet si la soudure lâche. Et tant qu'on est sur des petits filets comme sur la photo avec signe Babybel, ça pourrait éventuellement passer si le consommateur ne fait pas n'importe quoi. Mais sur les gros formats avec 20 ou 30 mini Babybel, c'est beaucoup plus délicat. Donc, on est aussi sur une forme, comme j'ai dit, qui est installée depuis plusieurs décennies, pas facile à changer d'un coup sur tout le marché, et pour l'outil industriel et pour l'acceptation consommateur. Et donc, on est en train de regarder pour basculer, comme on l'a fait déjà pour le mini roulé Babybel, vers un sachet papier pour répondre à des attentes de réglementation, de recyclabilité, de réduction de notre empreinte plastique, et aussi des attentes de certains de nos distributeurs qui souhaitent avoir des emballages recyclables sur les étagères et qui nous challenge sur ce type d'emballage-là. On avait regardé en parallèle, pour rester sur la forme iconique du filet, des filets à base de viscose, en visant donc plutôt la compostabilité, mais il n'y a pas de filière en Europe pour ce type de matériaux-là. En termes d'impact carbone, on dégradait, et en termes de prix, on dégradait fortement. La solution papier permet d'être un peu plus cher, mais dans des niveaux qui sont acceptables, de réduire l'impact carbone ou d'être ISO en fonction des formats. On est sur des papiers qui n'ont pas de rôle barrière à remplir, donc on peut se permettre de ne pas avoir une lamination plastique à l'intérieur du sachet. On est uniquement sur des vernis scellants qui sont appliqués avec des technologies de petit plaquage et qu'on peut même mettre en repéré dans certains cas. L'inconvénient principal, c'est qu'on est plus lourd. Donc, et c'est plus délicat d'être à l'optimum sur la logistique, parce que autant les filets, les produits s'arrangent tout seuls dans une caisse. Sur les sachets papier, on a besoin de plus ranger en fait les emballages dans la caisse. Et donc il y a des challenges sur l'optimisation logistique aussi qui vont arriver quand on va déployer cette solution-là. Aujourd'hui, cette solution, on est à plus de 95% papier, et les tests de recyclabilité qu'on a pu faire sont bons. On a des points à vérifier sur la reconnaissance du matériau par les trieurs optiques. Tous les trieurs optiques, en fait, ne sont pas aujourd'hui réglés pour bien reconnaître ce type de papier. Ça nous a surpris, mais voilà, en fonction des marques et des réglages qui sont installés dans les centres de tri, c'est variable.
Et en repulpage, on a plus de 95% de fibres récupérées et le principal souci, en fait, c'est les encres qu'on met dessus, mais ça, c'est valable pour tous les emballages papier, quels qu'ils soient. Donc Alors, voilà pour cette rénovation. Et pour info, donc on va pas la déployer d'un coup, on va commencer parce que c'est un gros changement et des gros investissements. Donc on peut vérifier d'abord comment on accompagne le consommateur dans sa transition de format. Et donc on va le lancer sur certains marchés tests et petit à petit l'étendre sur d'autres produits. Alors, tu Voilà. l'as un petit peu évoqué, les choix, vos, donc, vos critères de choix. Vous avez un outil en interne. C'est difficile à mener qu'est-ce qui vous permet de choisir entre une solution et une autre solution? Alors il y a les aspects d'impact qu'on évalue donc avec notre outil d'ACV interne. Ensuite, il y a la politique qui nous guide. Donc, on sait qu'on veut réduire la quantité de plastique utilisée par le groupe, et donc on commence par le réduire là où c'est plus facile. Et typiquement, les emballages en revêtement, c'est là où on perçoit comme étant le plus facile. Ensuite, il y a la perception consommateur. Il faut que les modifications soient comprises par le consommateur, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue prix. La reconnaissance du produit, et ça, c'est vraiment une des questions qu'on va avoir avec les équipes marketing, c'est comment on accompagne cette transformation, parce qu'on prend un produit qui est là depuis voilà, une quarantaine d'années d'un coup. Donc forcément, ça décide d'accompagner le consommateur, parce qu'on n'a pas envie de perdre du marché forcément quand on va faire ce type de modification. Et puis après, on teste la solution auprès du consommateur pour justement comprendre comment c'est perçu, quelle histoire raconter, et comment lui expliquer le pourquoi et répondre à des questions sous-jacentes sur ce type de transformation. Alors, peut-être des questions, Maxime et Chantal, je pense qu'il y en a. Il doit y en avoir. Maxime, je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, juste le temps de me mettre sur l'onglet. Quid de l'emballage unitaire? Y a-t-il eu un changement à ce niveau? L'emballage unitaire de Mini Babybel? Alors, pour le moment, et c'est une très bonne question. Pour le moment, en fait, on va garder le wrap autour de la cire. Sur certaines de nos gammes qui sont déjà dans des sachets en papier, notamment en Amérique du Nord ou en Angleterre, le fait de passer du filet au sachet papier nous a permis d'enlever le wrap. Parce que en fait, le filet a des mailles qui sont agressives pour la cire, et on a besoin de protéger la cire avec le papier. Dans certains cas, on va pouvoir le supprimer, pas dans tous les cas, notamment quand on va faire des mélanges d'aromatisation ou quand on a des risques de hors-froid où la cire peut devenir collante et coller au papier. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, et si vous allez dans certains distributeurs en France, on a une série spéciale qui est commercialisée avec 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, et où on a remplacé la cellophane par un wrap en papier, et c'est aussi une volonté de tester cette solution-là pour potentiellement basculer vers un wrap papier en attendant de voir si on peut l'éliminer complètement. D'autres questions, je pense. Oui, on a une question justement sur les portions individuelles. Est-ce qu'elles vous semblent toujours pertinentes? Parce que cela implique bien souvent un suremballage. Et on a une autre question qui est un peu reliée, qui parle justement de la mutualisation et de la standardisation des emballages, avec notamment la possibilité d'utiliser l'étiquette comme élément différenciant de personnalisation. Ok, alors sur la première question sur les portions, elle est très intéressante et très pertinente. Bien sûr, quand on est sur une entreprise qui dépend autant de la portion, on a regardé ça de très très près, et on a fait récemment avec l'agence CVA une analyse de cycle de vie pour comparer nos formats portions et formats familiaux. Ce qu'on a vu sur la portion aluminium, qui est le cœur de notre marché, c'est qu'on a en fait l'emballage aluminium regroupé dans son emballage carton est tellement optimisé depuis des années qu'il est moins impactant que les formats familiaux en barquette plastique, et même que notre pot carton aujourd'hui. Donc le format portion tel qu'on le produit, il est vraiment très bon au niveau des ACV,
Et quand on fait ces calculs-là, c'est avant même de prendre en compte l'hypothèse de gaspillage. Parce qu'on sait que sur un format portion, on va aussi moins gaspiller. Si j'ouvre une barquette familiale, j'ai 8 à 10 jours pour consommer mon produit après l'ouverture, sinon je vais avoir des produits qui moisissent et le consommateur qui va avoir tendance à les éliminer avant d'avoir fini. Alors que quand j'achète une boîte de vache qui rit ou de qui rit en portion, bah, j'ai 6 mois pour ouvrir toutes mes portions. Alors j'ai aussi peu de temps une fois que j'ouvre chaque portion, mais les portions sont suffisamment petites pour qu'on puisse considérer que chaque portion est complètement consommée. Et du coup, ben, je peux les ouvrir une à une pendant un délai de 6 mois, ce qui permet de réduire le gaspillage. Et notre emballage, quand on prend l'impact global du produit et de son emballage, il représente entre 8 et 10% maximum de l'impact global. Donc le produit étant plus impactant, il est très important pour nous de le protéger et de réduire son gaspillage. Voilà. Et on travaille aussi pour réduire encore l'impact de nos portions, en travaillant sur la recyclabilité des aluminiums, en travaillant sur les réductions des quantités de carton, des épaisseurs de carton, en travaillant sur des allules au carbone qui vont nous permettre d'encore optimiser nos ACV sur nos formats portions. Sur l'autre question, je pense que ça devait concerner les sujets plutôt sur le vrac et le réemploi. Donc on suit de très près les initiatives qui sont portées par Citeo et Fabrice sur les emballages réemployables. Et oui, d'aller sur des emballages standards avec une différenciation par étiquette, ça va être une option que moi je pense indispensable quand on va vouloir aller sur des solutions de réemploi. Et les emballages en fait que je vous ai montrés en plastique ou en pot carton, c'est déjà des emballages standards produits par des fournisseurs et qui sont utilisés par des confrères. Donc on n'a pas que des emballages qui sont personnalisés avec notre propre design déjà sur le marché. C'est une logique en fait qui est tout à fait possible pour des emballages réemployables. Je confirme que les grands standards du marché sont actuellement étudiés en standards réemployables et que, effectivement, ce qu'on a vu pourrait tout à fait passer en réemploi et sans avoir à casser les lignes. Alexandre le sait très bien et c'est dans cette optique que nous travaillons. Peut-être une dernière question très rapide, parce que je voudrais encore vous donner la parole à tous les deux, mais vraiment très rapide. Il nous reste peu Oui. de temps. Alors, on a une question justement de Sylvain qui nous dit que les solutions alternatives évoquées sont plus lourdes et plus épaisses que les solutions d'origine. Est-ce que vos études d'impact respectives prennent en considération les contraintes logistiques engendrées, notamment sur les problématiques de masse transportée plus importantes, en amont comme en aval, l'augmentation des flux d'approvisionnement, etc. Alors sur le pot carton, on est à peu près ISO sur le poids et l'essentiel du poids qui est sur la palette, ça reste le fromage. C'est lui qui nous bride en fait sur la quantité de produits mis sur une palette. Sur l'emballage mini Babybel, donc si on compare par rapport au filet, le poids est plus important aussi pour le sachet papier, mais là encore c'est le produit en fait qui pèse quand même le plus lourd, et donc il n'y a pas un impact sur la quantité qu'on va pouvoir mettre sur les palettes avec les études qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et si on arrive à travailler sur le wrap qui emballe chaque mini Babybel, une fois qu'on aura changé de solution, en passant sur des solutions papier ou en l'éliminant complètement à terme éventuellement, on va faire plus que compenser en fait le surpoids du sachet papier. Stéphane, je vais te redonner la parole. Je voudrais peut-être en conclusion, il nous reste quelques minutes. Peut-être répondre à cette question aussi par rapport à la barquette en bois. Et puis, quels conseils, puisque bon, on voit quand même que vous êtes tous les deux extrêmement engagés et que vous accompagnez vos entreprises vers le changement. Quels conseils vous avez à donner à nos auditeurs? Oui, après le conseil que moi je pourrais donner, que je rappelle assez souvent, et notamment quand on parle d'études d'analyse de cycle de vie et d'empreinte environnementale, c'est de ne surtout pas oublier le produit. On aurait tendance, parce que finalement, souvent, on se retrouve avec le problème de l'emballage au moment de le mettre dans la poubelle jaune. Et quand on est à ce moment-là, en fait, on a un emballage qui est vide, le produit a été consommé et on a oublié que l'emballage, il a contribué à pouvoir
produire le produit, le transporter et pouvoir avoir un produit de qualité qu'on a pu consommer. Donc, la première des choses, c'est attention dans chaque réflexion d'emballage, ne pas perdre de vue et de prendre en considération le produit qui est conditionné, puisque l'emballage, il est avant tout au service du produit. Et souvent, quand il y a des problèmes d'emballage, quelquefois, c'est simplement, ça révèle des problèmes de produits. Donc, en fait, il y a des produits qui nécessitent des emballages complexes. Et on aura beau travailler sur l'emballage, c'est le produit qui, de par son existence et pour le mettre en marché, qui nécessite cette complexité. Donc, avant de donner oui. la parole à Alexandre, tu avais une question à lui poser ou de son côté ou non? Non, après, je vois que Alexandre, il connaît bien le sujet. Après, les questions, c'est effectivement qu'on se pose tous, c'est comment arriver à substituer la matière plastique par du carton. Là, on a vu qu'il y a des doubles inductions. Là, on va essayer de réduire une induction, etc. Et après, la question, c'est est-ce qu'on serait prêt à revoir, on va dire, les processus de mise en marché, c'est-à-dire tout le processus logistique. Parce que finalement, nos produits ont une durée de vie technique nécessaire, pas pour le consommateur, mais simplement pour le fait de le sortir de l'usine et d'aller le mettre en linéaire. Et ça prend du temps. Allez, au bas mot, on va dire ça prend bien une bonne semaine, voire peut-être un peu plus. Et finalement, c'est un temps qui est long. Donc, est-ce qu'il y a des études qui sont faites pour essayer d'optimiser? Parce que finalement, on s'aperçoit que dans le mode de présentation en linéaire, on a des contraintes qui nous obligent et qui, quelquefois, nous empêchent de substituer la matière plastique et qui ne sont pas forcément liées au produit. Et ça, je trouve ça très dommage. Parce que autant quand c'est pour le produit, il n'y a pas de question à se poser, pour la sécurité ou pour le conserver le produit. Par contre, quand on est obligé de mettre de la matière plastique, des grammes ou des kilogrammes de matière plastique, juste parce qu'on ne veut pas changer des modes de distribution ou de présentation du produit en linéaire, je trouve que c'est embêtant. Donc, je voulais savoir par rapport à ces emballages carton s'il y avait des choses qui permettraient d'aller encore plus loin, et je pense notamment à la lamination extérieure. Alexandre, de ton côté, alors, petits conseils et réponses? Ouais, la lamination extérieure, pour le moment, on a les premiers pots, mais on n'a pas pu encore faire tous les tests qu'on voulait faire dessus. C'était essentiellement lié à une contrainte de fabrication chez le fabricant, hein, pour pouvoir souder la jonction sur l'enveloppe latérale. Donc les fournisseurs en fait ont fait des progrès et trouvé des solutions alternatives à un scellage PE sur PE, ce qui permet de supprimer cette couche extérieure. Effectivement, on va quand même devoir faire des tests pour savoir, dans un univers aussi humide qu'un frigo, où on peut avoir de la condensation, est-ce que ça fonctionne bien? Donc il y a des vernis qui ont été mis pour protéger quand même de l'humidité. Et peut y avoir effectivement des contraintes liées aux conditions dans les magasins et qui nécessiteraient de renforcer ces vernis. Et plus, en fait, on va avoir quelque chose d'antagoniste entre protéger de l'humidité dans le linéaire et donc de l'eau, et en même temps être très facilement délitable dans un repulpeur où il faut que l'eau remette en suspension les filtres très vite. Et c'est un dilemme technique là pas évident à traiter. C'est là où la mise en place d'une filière dédiée pour ce type d'emballage composite avec des papeteries spécialisées et une capacité de les reconnaître en centre de tri risque d'être nécessaire si ce type de format se développe, pour vraiment les traiter convenablement et valoriser le maximum de la matière possible de ces emballages. Merci Alexandre. Il est 11 heures, donc on va devoir terminer. Merci Alexandre, merci Stéphane. Je vais redonner en conclusion la parole à… Merci Fabrice. Écoutez, je voulais vous remercier de la richesse de cette présentation qui montre quand même toutes les équations qu'ont nos industriels aujourd'hui dans la présentation du produit, où effectivement, emballage Olforpac essaye de donner
une réponse. Je pense qu'effectivement, notre communauté qui va se rencontrer au mois de novembre va apporter des réponses, que ce soit tant au niveau des machines, de l'emballage, de la logistique et de l'impression, qui sont quand même les 4 grandes familles de présentation du salon, et aussi inciter tout le monde à s'inscrire un peu en avance et repréciser que le préenregistrement est possible, et surtout de se renseigner sur le salon avec à la fois la présence des exposants qui sont très nombreuses et qui donnent des informations, la prorogation finalement de tous ces séminaires sur un espace de conférence qui vous donnera aussi de nombreuses réponses, et puis les présentations des innovations dans tout cet écosystème. Et donc, je vous donne à tous rendez-vous le 4 novembre. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.